Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Second Souffle, comme chaque vendredi. L'émission de Second Souffle, la mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps, sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention, l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires bien sûr. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour ceux qui ne savent pas encore utiliser cette plateforme de webinar, vous avez donc sur le côté droit en bas deux onglets, deux boutons, l'onglet bouton chat pour discuter entre vous ou entre nous et le bouton questions pour poser vos questions. Alors merci de bien poser vos questions à cet endroit, sinon on va les perdre dans tout le fil du chat. Si vous avez des soucis techniques, vous avez une icône en bas à droite, en bas à gauche plutôt. Et puis également, si vous souhaitez mettre en plein écran pour mieux voir les slides, vous avez un icône en bas au milieu. Et puis également, vous pouvez réagir. Réagir, c'est quoi? C'est envoyer des petits émoticônes comme ça sur le côté quand vous êtes content, quand vous voulez applaudir. Et puis voilà, donc aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Je reprends. Voilà. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un service développé par l'assurance maladie, la CAF et l'URSSAF pour les travailleurs indépendants en difficulté. Comme vous le savez, je ne suis pas forcément très intelligent, je ne maîtrise absolument pas le sujet, donc j'ai fait appel aux meilleurs. Ils sont beaux, ils sont compétents et ils sont souriants. Cher public, merci d'accueillir avec plein d'émoticônes, bravo, bravo. Pour l'assurance maladie, alors Magali, où est Magali? Elle est là. Bonjour Magali. Bonjour. Pour toujours l'assurance maladie, Paul Innocent. Bonjour Paul Innocent. Bonjour à tous. Pour la CAF, Céline Grabert-Durieux. Bonjour Céline. Également Charles Inglès. Bonjour à tous. Et Bernard Debien. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Pour l'URSSAF, c'est Lucie Ténès-Pommier qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. Alors, avant de débuter, pour répondre à la question que tout le monde va me poser dès le début de ce webinaire, oui, il y aura un replay et oui, vous pourrez télécharger les slides dès le début, à la fin de ce webinaire. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, Lucie. Oui. Alors, c'est parti. Quand vous êtes prêts. Voilà. Alors, bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais être en charge de vous présenter donc le dispositif HELP, qui est un dispositif commun entre la CAF, la CPAM, l'URSSAF et la CARSAT. Et ensuite, je vous présenterai plus spécifiquement l'action sociale au sein de l'URSSAF. Donc, HELP, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif global qui permet pour des travailleurs indépendants en difficulté, que ce soit des artisans, des commerçants ou des professions libérales et qui ont des difficultés multiples au niveau de leurs organismes de sécurité sociale, d'avoir une prise en charge globale et coordonnée. Pour certaines situations, on fera appel à la CARSAT pour c'est plutôt pour les travailleurs sociaux de la CARSAT pour une étude plus approfondie du versant social. Mais ça, c'est les CPAM qui font appel à ces travailleurs sociaux. On peut passer à la slide suivante. Voilà, parfait. Ensuite, donc le site par lequel le travailleur indépendant doit faire sa demande, pour que ce soit une seule et unique demande, il faut passer par le site qui s'appelle Démarche simplifiée. C'est un outil du gouvernement auquel nous sommes habilités. Et pour savoir si votre URSSAF a déjà déployé ce dispositif, il vous suffit d'aller sur la page de votre URSSAF
et vous verrez les liens. Donc, vous avez accompagnement des travailleurs indépendants. Vous le voyez sur la barre de gauche. Et là-dedans, vous aurez donc une démarche. Alors, soit selon les organisations des URSSAF, soit vous aurez une démarche pour l'URSSAF, pour tous les départements de l'URSSAF, soit comme en Aquitaine, vous le voyez à l'écran, il y a une démarche par département, puisque l'URSSAF est donc une URSSAF régionale et que les CEPAM et les CAF sont départementales. En Aquitaine, nous avons choisi donc de faire une démarche par département. Oui, donc il est important de signaler, hein, Lucie, que ce dispositif HELP n'est pas encore dans toutes les caisses régionales. Hein. Exactement. Voilà, pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut bien aller voir sur votre page URSSAF de votre département, de votre région. Donc là, en l'occurrence, vous avez à l'écran l'URSSAF Aquitaine. Et là, vous trouverez donc la rubrique accompagnement des travailleurs indépendants, ou une rubrique HELP. Et dans ces cas-là, vous verrez si c'est ouvert ou pas. Voilà, en Aquitaine, toutes les démarches sont ouvertes pour tous les départements. Je sais qu'il y en a dans la Marne. Et après, pour l'instant, je sais que le Languedoc-Roussillon et le Limousin et le Poitou-Charentes sont encore en attente, puisqu'il y a des conventions qui sont signées entre les différents organismes. Donc, il y a encore des choses en attente pour ces 3 régions-là. Après, les autres régions, je ne m'avancerai pas. Il faut donc aller voir sur le site URSSAF. Apparemment, en Normandie, ça existe déjà, nous dit Philippe. Très bien, c'est parfait. Voilà. Après, voilà, on n'a pas d'informations, nous, en région, sur ce qui a été déployé au niveau de toutes les autres régions. Alors, quand le travailleur indépendant se connecte sur démarche simplifiée, il se connecte via France Connect. Donc, soit son numéro de sécurité sociale, soit la CAF, je crois aussi. Bref, il y a différentes façons de se connecter via France Connect. Et ensuite, il faut qu'il remplisse bien son nom, prénom, adresse aussi, hein, puisque comme vous le savez, on a l'URSSAF qui gère les adresses professionnelles et les CEPAM et les CAF qui gèrent avec les adresses de domicile. Donc, il faut bien renseigner son adresse professionnelle et son adresse de domicile pour savoir qui est en charge de votre dossier. Et puis, il y a 10 questions auxquelles il faut répondre. Donc, ces 10 questions, en fonction et surtout, j'allais oublier, il faut l'accord de l'usager, donc du travailleur indépendant. L'accord, c'est j'accepte que les informations recueillies sur cette fiche soient transmises aux organismes de sécurité sociale pour l'analyse et la régularisation du dossier. Si l'usager, donc le travailleur indépendant, ne met pas oui, c'est-à-dire qu'aucun des 3 organismes ne pourra avoir accès au formulaire et donc la démarche sera caduque de fait. Il faut absolument donner son accord. Et donc voilà, les 10 questions sont relatives donc au paiement des cotisations, aux difficultés qui sont liées au paiement des cotisations. Les questions sont aussi liées aux problèmes de santé et aux difficultés à avoir des soins. Et également, les questions sont en relation avec les prestations de la CAF. Je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà. Alors, l'instruction des dossiers, donc des demandes, se fait par ce qu'on appelle un instructeur URSSAF, donc un agent de l'URSSAF, qui, en fonction des réponses aux questions, transmet la demande soit à la CAF, soit à la CEPAM, soit aux 2. Et ça dépend donc des réponses qui ont été faites. Chaque organisme analyse ensuite le dossier selon ses compétences et les prestations ou les aides qu'ils peuvent donner. Et chaque organisme aussi informera individuellement le travailleur indépendant. On ne repassera pas par l'outil démarche simplifiée pour informer si un travailleur indépendant a le droit à une prestation logement, par exemple, ou à un délai de paiement pour l'URSSAF. Ce sera fait à part. Donc voilà, et ça c'est et donc au fur et à mesure, le travailleur indépendant, il est informé de l'état d'avancement de son dossier dans l'outil démarche simplifiée,
une fois que chaque organisme a noté dans cet outil démarche simplifiée les démarches entreprises pour chaque travailleur indépendant, on doit renseigner un petit questionnaire qui nous est interne, et ensuite, quand tous les organismes ont rempli ce questionnaire, l'instructeur URSSAF, donc le collaborateur URSSAF, clôture le dossier dans démarche simplifiée. Mais ça ne veut pas dire que les réponses seront apportées, par exemple, pour une aide à la prise en charge des cotisations. Ce sera ultérieurement, une fois que le dossier aura suivi son cours normal. Là, vraiment, ce dispositif HELP, c'est pour actionner les leviers simultanément et plus rapidement. Voilà, je pense que j'ai dit le principal sur HELP. Est-ce qu'il y a des... Oui, il y a une question de Franck qui nous demande, est-ce qu'un président de SASU peut prétendre à ce dispositif? Absolument pas. Un président de SASU n'est pas considéré comme un travailleur indépendant. J'ai une autre slide. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous, Lucie. Ah, allez-y. Oui, c'est pour moi, c'est la suite. Donc là, on va vous présenter donc les dispositifs d'action sociale par l'URSSAF. Donc c'est moi qui vais vous les présenter. Puis après, je laisserai mes collègues de la CEPAM puis de la CAF présenter leur dispositif. Lucie, avant de répondre, il y a une autre question de Laurence. Est-ce que cela s'applique aux personnes en portage salarial? C'est-à-dire une personne en portage salarial. Non, c'est pas un travailleur indépendant. C'est pas un travailleur indépendant. Est-ce que vous êtes salarié? Vous êtes salarié de la boîte, de l'entreprise de portage qui vous porte? Non. Il faut vraiment être travailleur indépendant. Alors là, je vois que Catherine pose une question. Il faut se connecter sur démarche simplifiée. Je ne vois pas où vérifier dans quel département. Il faut aller vraiment sur le... Sur le site d'Amélie, de votre... non, URSSAF. URSSAF, pardon. URSSAF de votre région. Oui, sur le site URSSAF de votre région. Au nom de votre région, c'est ça, c'était bien ça. Est-ce que c'est bon pour les questions? Oui, je vais répondre à Catherine là, qui me pose une question. Je vais fouiller pour elle. Je vais travailler. Ok. Non, mais je crois qu'elle a répondu. Elle dit qu'il est accessible dans le Morbihan. Ah, moi je vois, est-il accessible? Ah, est-il accessible? Ah oui, non, oui, j'ai vu à l'envers. Alors, non. Alors, je vois la question de Nadine. Artiste-auteur, vous relevez de l'URSSAF du Limousin. Et après, est-ce que vous êtes TI en même temps, vous êtes les deux, ou est-ce que c'est simplement artiste-auteur? Et si vous êtes seulement artiste-auteur, vous n'êtes pas considéré comme travailleur indépendant et vous dépendez de l'URSSAF du Limousin. Alors, je passe à l'action sociale, William, c'est bon? Vous voyez, j'ai tapé dans Google URSSAF Morbihan là, pour essayer de répondre à Nadine. Oui. Donc j'arrive sur la page d'accueil, URSSAF Bretagne. Donc là en bas, je ne vois pas. Non. Je ne vois pas ce qu'on a présenté tout à l'heure. Non, il n'y a pas. Je vous le remets à l'écran. C'était là. Et oui, c'était juste la deuxième. Voilà. Ouais, là. Ici. Vous voyez, vous avez dans le menu, vous avez un nouvel accès qui s'appelle Accompagnement des travailleurs indépendants. Donc, si je retourne sur le site de l'URSSAF Bretagne, il n'apparaît pas ici, dans le menu. Donc, ça veut dire que la Bretagne n'a pas encore activé ce dispositif. Oui. Et je me remets au slide, celui-ci. D'accord. Alors, concernant l'action sociale, en URSSAF, on a 4 types d'aides qui sont dédiées aux professions indépendantes. Donc, on a l'aide aux cotisants en difficulté, qu'on appelle aussi ACED. On a l'aide financière exceptionnelle, l'AFE. On a l'aide au départ à la retraite. Alors, cette aide au départ à la retraite n'est dédiée qu'aux artisans et commerçants, puisque les professions libérales ne payent pas leur cotisation retraite auprès de l'URSSAF.
mais auprès de la CIPAV. Et ensuite, on a l'aide catastrophe intempérie que l'on souhaite verser le moins possible, puisque ça voudra dire que nos travailleurs indépendants ne subiront pas de catastrophe ou d'intempérie. On peut passer à la suite. Je regardais qu'il y avait une question là de Catherine. Cela va-t-il se faire dans toutes les régions pour HELP et sur quel délai? Donc oui, ça va se faire dans toutes les régions. Quel délai? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. C'est en fonction des conventions qui sont signées par chaque région entre les organismes. Alors, concernant l'aide aux cotisants en difficulté. Alors, cette aide, je vais y arriver, pardon. Donc, elle répond à plusieurs objectifs. C'est notamment permettre à des entreprises viables, mais qui connaissent des difficultés ponctuelles, de poursuivre leur activité, de favoriser dans des bonnes conditions une première radiation. Alors attention, ça veut dire que si c'est votre première radiation et qu'il y a une régularisation des cotisations suite à radiation, la commission peut décider de prendre en charge tout ou partie des cotisations. Donc c'est voilà pour dire première radiation, vous finissez dans de meilleures conditions. Mais c'est également pour permettre l'ouverture de droits aux prestations aux assurés, notamment en termes de santé, d'invalidité ou de retraite, puisque les cotisations qui sont prises en charge permettent par exemple de valider des trimestres. Cette aide aux cotisants en difficulté sera prioritairement accordée aux cotisants qui sont primo-débiteurs, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul débit ou qui ont eu très peu d'incidents de versement, plus exactement, qui subissent un événement extérieur ponctuel, donc c'est-à-dire aussi des travaux de voirie par exemple, à proximité de son magasin si c'est un commerce, ou la défaillance d'un partenaire important, ce qui arrive parfois. Autre priorité donnée, c'est aux chefs d'entreprise qui sont malades, mais qui maintiennent quand même une activité, même s'il y a une diminution des revenus. Autre priorité, c'est les chefs d'entreprise ayant de jeunes enfants, ou encore des chefs d'entreprise, des travailleurs indépendants qui sont victimes d'accidents de la vie, d'un handicap ou d'une maladie invalidante. Cette prise en charge des cotisations, de tout ou partie des cotisations, peut être associée à une aide financière exceptionnelle que l'on verra après. Donc cette prise en charge des cotisations, il faut la faire via un formulaire qui est dédié, qui est présent sur le site Sécu Indépendant dans la rubrique Action sociale. Et ce formulaire doit nous être adressé accompagné des pièces justificatives. Le service administratif qui se situe à l'URSSAF étudie les demandes et prépare le dossier pour présenter devant les conseillers de la commission d'action sanitaire et sociale. Ces conseillers sont élus pour 4 ans, si je dis pas de bêtises, et donc ce sont des travailleurs indépendants, qu'ils soient actifs ou retraités. Donc ils connaissent bien les difficultés qui sont liées au fait d'être travailleur indépendant. Donc je vous ai parlé des publics prioritaires, quelques critères d'éligibilité. Donc déjà, c'est être affilié en qualité d'indépendant depuis plus d'1 an. Ne pas être contestataire du monopole de la sécurité sociale ou en procédure de lutte contre le travail dissimulé. Avoir effectué des versements et surtout motiver sa demande, bien entendu. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que toutes les aides dont je vous parle, les 4 aides là, sont des aides extra-légales. Elles ne sont pas dans le droit de la sécurité sociale. Elles sont définies par un comité, une commission nationale d'action sanitaire et sociale qui est elle aussi constituée de travailleurs indépendants. Et donc ce qui fait que les décisions qui sont rendues par la commission d'action sanitaire et sociale régionale ne sont pas contestables. Il n'y a pas de voie de recours. On avance? Pas de problème. Alors, l'aide financière exceptionnelle, c'est un secours financier qui est attribué
donc à un travailleur indépendant ou à un tiers. C'est possible aussi sur facture. Elle est accordée pour pouvoir pallier à des difficultés qui menacent la poursuite de l'activité ou la pérennité de l'entreprise, ou pour des difficultés qui pourraient se transformer en situation de précarité. Donc, elle peut être accordée, cette aide financière exceptionnelle, lorsqu'un événement grave ou imprévu met en péril la poursuite de l'activité. Par exemple, comme un événement extérieur ponctuel, un incendie, un accident, les travaux de voirie dont je parlais tout à l'heure, des difficultés économiques ponctuelles, perte d'un marché, défaillance d'un partenaire, mais aussi la prise en charge de formalités de radiation. Pour certains travailleurs indépendants, les formalités sont payantes et donc sur devis, on peut éventuellement la Commission d'action sanitaire et sociale peut accepter euh, d'octroyer une aide financière pour pouvoir permettre à un travailleur indépendant de se radier. Donc, tout comme pour la CED, l'aide aux cotisants en difficulté, une attention particulière est apportée au chef d'entreprise qui est malade, mais qui poursuit son activité, avec des jeunes enfants et qui sont victimes d'une maladie invalidante pour eux-mêmes ou pour leur environnement familial proche. L'aide concernant cette aide financière exceptionnelle, l'aide maximale est de 6 000 €. Alors, rares sont les cas j'ai vu très peu de dossiers où les 6 000 € sont atteints, mais ça peut arriver. Tout comme pour la CED, il y a un formulaire à remplir avec des pièces justificatives qui se situe aussi sur le site Sécu Indépendant. Les critères sont sensiblement les mêmes, être affilié depuis plus d'1 an, ne pas être contestataire ou en procédure de lutte contre la fraude, avoir effectué des versements et surtout motiver sa demande. Il faut savoir qu'en cas d'extrême d'urgence, le service administratif de l'URSSAF a délégation pour accorder une aide urgente de 2 000 € maximum. On ne peut pas accorder plus, mais c'est déjà pas mal en cas de nécessité urgente. C'est bon, on peut passer à la suite. Alors ensuite, nous avons l'aide au départ à la retraite. Donc je le redis, cette aide n'est pas pour les travailleurs, les professions libérales. Donc cette aide, elle a deux objectifs. C'est permettre de faire le plein des droits si l'activité a réellement diminué au fil des années et si le cotisant rencontre des difficultés à honorer l'intégralité des paiements. Et donc faire face également à la période transitoire du passage à la retraite, qui est souvent difficile pour un travailleur indépendant, avec parfois des relogements ou autres, parce qu'ils exercent sur ils sont logés sur leur lieu de travail. Quand on dit permettre de faire le plein de droits, c'est notamment par la prise en charge des cotisations, de toute ou partie des cotisations, afin de valider les trimestres, pardon. Donc, ce qui permet aussi d'avoir une retraite, de pouvoir partir à la retraite plus facilement. Ensuite, pareil, le formulaire, toujours au même endroit. Il y a un peu plus de pièces justificatives cette fois-ci. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour les deux précédentes aides, ce sont les conseillers qui décident du montant octroyé. Pour l'aide au départ à la retraite, il s'agit d'un barème. On ne peut pas aller au-delà du barème et le barème est en fonction de la situation du travailleur indépendant, de sa situation et de son avis d'imposition. Donc, les critères principaux sont qu'il faut remplir les conditions d'âge de départ à la retraite, avoir majoritairement été affilié en qualité de travailleur indépendant sur l'ensemble de sa carrière, ne pas être imposable pour les 2 dernières années civiles qui précèdent le départ à la retraite, ne pas être contestataire, bien entendu, ni en lutte contre le travail, ni en procédure de lutte contre le travail dissimulé, avoir effectué des versements et motiver sa demande. Donc, comme c'est une aide qui est selon un barème, c'est aussi le service administratif de l'action sociale qui étudie la demande et qui octroie, qui fait l'accord, pardon. Il est déjà 14h20. On va. Ouais, et j'arrête là.
La fonds de catastrophe intempérie, c'est 2 000 €, c'est un secours d'urgence. La demande est à faire dans les 4 semaines qui suivent le sinistre et il faut des photos, un RIB et le formulaire. Et là, c'est pareil, c'est le service administratif qui gère puisque l'aide peut être versée dans les 48 heures qui suit la demande. Très bien. C'est fini pour moi. Ben, merci beaucoup, Lucie. De rien, Alors, j'ai été un peu longue, je suis désolée. Mais non, quand on parle de quelque chose qui ben nous oui, oui. intéresse, c'est compliqué. Alors, à qui je donne la main maintenant? Qui prend la suite? Pardon, attendez, j'avais Ça va être coupé la le micro. CAF. C'est Bernard. C'est Bernard. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre de la démarche HELP, nous sommes très souvent sollicités pour différentes aides, et notamment le RSA, la prime d'activité et l'allocation de logement. Alors, le RSA, c'est quoi? Donc, le RSA est destiné à garantir aux personnes démunies de ressources ou avec peu de ressources un revenu minimum. L'étude administrative est assurée par les CAF ou la MSA, parce qu'il y a aussi des régimes alors c'est les travailleurs indépendants, qu'ils soient donc du régime général ou agricole, peuvent bénéficier du RSA sous certains critères, bien entendu, notamment résident en France, être âgé d'au moins 25 ans, il n'y a pas de condition d'âge s'il y a des enfants nés ou à naître. Le RSA est attribué à l'allocataire, son conjoint ou concubin pacsé, ses enfants à charge de moins de 25 ans. Donc, on étudie le droit sur la base d'une cellule familiale. Donc, et du coup, les revenus de toutes les personnes sont pris en compte. Et pour les étrangers, par contre, il existe des conditions particulières, dont le droit au séjour et la validité du titre de séjour. C'est les principales conditions, parce qu'après, il y a énormément de conditions d'attribution et d'études, qu'elles soient administratives ou autres. Et donc, j'ai un peu simplifié le slide par rapport à cette démarche. Ensuite, normalement, nous allons passer au slide sur la prime d'activité. Alors, la prime d'activité est un complément de ressources versées aux personnes avec de faibles revenus d'activité. L'étude administrative est également assurée par la CAF et la MSA. Il faut résider en France de façon stable et effective, être âgé de moins de 18 ans, exercer une activité professionnelle salariée ou indépendante, être en formation rémunérée ou en apprentissage. La prime d'activité est attribuée à l'allocataire, pareil, son conjoint, concubin, pacsé et ses enfants. Donc, pareil, le même principe. C'est la cellule familiale dont on fait l'étude des revenus de toute la cellule familiale. Bon, s'il y a des enfants qui n'ont pas de revenus, ils sont pris en compte dans le calcul, etc. par rapport au dossier. Mais c'est sûr que si vous avez par exemple un travailleur indépendant qui a pas de revenus ou très peu et que son conjoint a 2 ou 3 000 € de salaire, ça va faire obstacle au versement de la prime d'activité, ou comme du RSA, bien entendu. Et pour les étrangers, il existe aussi des conditions particulières de droit au séjour et de validité de titre de séjour. Excusez-moi, Ensuite, Bernard. oui, PPA. prime pour l'activité. Ah, prime pour l'activité. D'accord. Voilà. Très bien. Slide Voilà. suivante. Oui, bah oui. Alors, l'aide au logement est attribuée si vous payez un loyer ou remboursez un prêt pour votre résidence principale, et si vos ressources ne dépassent pas un certain plafond, vous pouvez donc en bénéficier. Votre logement, donc maison, appartement, hôtel, foyer, doit répondre à des normes minimales de confort et de superficie et de sécurité. Cette aide varie en fonction de la composition de la famille et des enfants ou autres personnes à charge, selon donc plusieurs critères. Pareil, c'est le même principe, selon des critères d'âge, de ressources, éventuellement une personne, vous pouvez recueillir un parent handicapé, et à ce moment-là, il pourrait être pris en compte, pareil, en fonction de ses revenus, il peut être pris en compte dans le calcul de l'aide au logement. Voilà, donc pareil, c'est vraiment, je représente ça d'une façon un petit peu schématisée et simple, parce que la réglementation en matière d'aide au logement est est assez lourde, assez compliquée. Et alors, il existe aussi l'aide personnalisée au logement, mais ça fait partie de l'aide au logement. Et l'aide personnalisée au logement, c'est une convention qui a été passée par le bailleur, qui peut être particulier ou privé ou office HLM. Mais c'est grosso modo le même critère, sauf que c'est pas le même fonds qui est utilisé pour l'aide qui est allouée à la locataire. Enfin, au locataire, du coup. Est-ce qu'il y a un plafond?
Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis le plafond varie en fonction de comme je dis, de la composition de la famille. Quelqu'un qui a grosso modo 15 000 euros de revenus et qui est tout seul, a de très faible, n'a pour ainsi dire pas de chance d'avoir de l'aide de logement. Attention, 15 000 euros sur la base des 12 derniers mois, parce que la réglementation a changé. Mais si c'est 15 000 euros avec une épouse qui ne travaille pas et 2 enfants, la personne va avoir droit à une aide. Voilà, en fonction du loyer payé, bien entendu, ou du remboursement du prêt. Voilà. Alors, comment faire une demande de RSA, de PPA ou d'aide au logement? C'est assez simple. Vous pouvez faire une simulation sur le CAF.fr ou aller ou vous rendre à votre CAF ou sur un point d'accueil. Alors, si vous êtes allocataire, le CAF.fr, espace mon compte. Et si la personne n'est pas allocataire, le CAF.fr, mes services en ligne, estimer mes droits, la prime d'activité, alors prime d'activité ou RSA ou aide au logement. Et en fonction des renseignements fournis, un montant est estimé. Il peut être mis à la connaissance de l'allocataire si le droit est positif. Il sera orienté directement donc vers la démarche en ligne. Il ne restera plus qu'à valider les informations et un numéro d'allocataire sera attribué automatiquement. Et après, donc c'est toujours donné à titre indicatif en attente d'avoir le dossier complet, bien entendu. Voilà. Et après, voilà. Et alors, dans le cadre du RSA et de la prime d'activité, donc que ce soit pour les travailleurs indépendants, les GSA et auto-entrepreneurs, la CAF de la Gironde assure un traitement par un pôle spécialisé depuis juin 2016. Voilà. Ça permet d'avoir une qualité de service et puis surtout d'avoir comment ça s'appelle, un service qui est pointu dans dans la lecture des bilans, et dans le calcul des droits qui sont faits pour les allocataires pour éviter des blocages ou pour éviter des versements intempestifs qui ne sont pas forcément justifiés. Voilà. Là, c'est plus moi. Mais attendez Bernard, pendant que Oui. je vous tiens, une question de Sophie. Bonjour, pour le calcul de prime d'activité, est-ce que la moyenne des 3 chiffres d'affaires mensuels qui est prise en compte ou la moyenne des 3 primes d'activité calculées pour un trimestre? Wow. Alors, la prime d'activité est calculée pour 3 mois en fonction des revenus déclarés sur les 3 mois précédents, sur le trimestre précédent. Alors, si la personne nous sommes en mois d'avril, si elle fait sa demande au mois d'avril, on va lui demander les revenus des 3 derniers mois, janvier, février, mars, pour calculer avril, mai, juin. Et donc, à ce moment-là, il faudra qu'elle déclare son revenu en précisant bien quel est le type d'activité qu'elle a, si elle est auto-entrepreneur, si elle est gérant salarié, si elle est travailleur indépendant. Et à ce moment-là, en fonction des revenus des 3 derniers mois ou du bilan de l'année précédente, on calcule les revenus sur les 3 mois qui suivent. Bon, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, c'est valable que ce soit pour le RSA comme la prime d'activité. C'est le même principe de calcul. Merci Bernard. Donc maintenant, la parole est à... Alors, bonjour à tous. Alors, je vais intervenir aujourd'hui avec ma collègue Céline. Donc, moi, je vais vous présenter ce qui se passe en Gironde, à savoir que les CAF sont bien évidemment compétentes à l'échelle des départements. Je vais vous présenter le cadre général de nos interventions et Céline va rentrer un petit peu plus en détail tout à l'heure et elle va vous présenter ce que nous appelons dans notre jargon nos offres de services en travail social. Donc, en Gironde, il y a 41 travailleurs sociaux qui travaillent sur le département et qui sont répartis sur les territoires. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le travailleur social est un professionnel de la relation d'aide. Son action, elle est basée sur l'écoute et le soutien aux personnes et aux familles. Voilà. La proposition, c'est bien évidemment d'améliorer la situation de nos allocataires en valorisant leurs compétences. Nous sommes dans une action sociale préventive. Bien évidemment, les travailleurs sociaux interviennent dans un cadre éthique et déontologique propre à leur
corpus professionnel. Donc, en Gironde, ce sont soit des conseillers en économie sociale et familiale, soit des assistants sociaux qui exercent les mêmes missions. Voilà, donc n'importe quel professionnel va pouvoir proposer, déployer l'ensemble de nos offres de services. Voilà. Donc, les interventions qui vont être proposées vont être soit individuelles, soit collectives. Les travailleurs sociaux peuvent effectivement proposer des aides individuelles financières sur projet, travailler dans le cadre de l'accompagnement avec la famille. On n'est absolument pas comme le département dans la configuration où on pourrait être amené à proposer des aides financières d'urgence. Les domaines d'intervention que Céline va vous déployer tout à l'heure sont la parentalité, le logement et l'insertion. Voilà. Notre public est quand même très ciblé et ce sont les familles allocataires avec enfants à charge. Donc Céline, je vais te laisser la parole maintenant pour que tu puisses nous présenter les modalités de contact et d'orientation des publics, les modes d'intervention du travailleur social et déployer nos offres de services. Merci. Donc c'est la slide suivante. Alors, donc nos offres de services, elles sont organisées autour de 3 thématiques principales. Alors, pourquoi on appelle ça offre de service? Déjà, c'est parce qu'on est dans la proactivité. Voilà, donc c'est pas l'allocataire qui va forcément venir jusqu'à nous, bien qu'il peut faire la démarche lui-même, mais surtout on va aller vers l'allocataire, c'est-à-dire que quand il va nous déclarer donc un changement de situation que l'on va identifier comme étant une situation potentielle voilà, rendant vulnérable, on va écrire à l'allocataire. Donc maintenant, ça se fait via le compte caf.fr et on va lui envoyer du coup un courrier de mise à disposition, donc l'informant que le service social de la CAF existe et qu'il va donc pouvoir être rencontré s'il le souhaite. Donc voilà, notre offre, Charles l'a bien précisé, on accompagne essentiellement les familles avec enfants à charge. Donc, le point fort des CAF, bien évidemment, c'est la parentalité. Voilà, donc il y a un parcours du coup un petit peu global autour de la parentalité. Et donc, le travail social va venir s'imbriquer dans ce parcours et on va pouvoir proposer en fait un accompagnement aux familles qui vivent une séparation. Ou qui souhaitent se séparer. Donc, en amont, on a la possibilité de les recevoir pour les informer sur l'ensemble des droits à mettre en œuvre dans le cadre d'une séparation et renseigner également sur les droits qui vont s'ouvrir. Et donc, on intervient également dans le cadre des deuils familiaux, donc que ce soit le décès d'un parent, d'un des 2 parents, mais également dans le cadre d'un décès d'un enfant. Donc effectivement, cet accompagnement social, il vient s'adosser à tout ce qui est prestations, donc les prestations qui assurent la solvabilité des familles et donc le travail social, l'accompagnement social des familles qui va venir un peu renforcer ce côté aide financière ou ce côté prestation. Donc on a en interne des aides, voilà, qu'on va pouvoir mobiliser sur projet pour pouvoir soutenir dans ces situations bien particulières. Donc, on intervient également dans le cadre du logement. Donc, que ce soit dans le cadre d'impayés pour les locataires du parc privé ou encore les accédants à la propriété. Donc, encore une fois, pour venir renforcer le côté prestation, c'est-à-dire que quand il y a une dette ou un impayé, du coup, la législation prévoit que le propriétaire ou l'organisme payeur prévienne, du coup, la CAF de l'impayé. Derrière, ça va entraîner une modification des droits avec des éventuelles suspensions de droits. Donc, en amont de ces suspensions, on va pouvoir proposer aux familles de les accompagner, de faire un point sur leur situation, de travailler sur le budget et de faire en sorte que soit la suspension n'ait pas lieu ou alors si elle a lieu, de pouvoir chercher avec les familles des solutions pour du coup améliorer la situation.
Donc, on intervient également dans le cadre du mal logement, que ce soit dans le cadre d'un logement qui va pas être décent. Donc là, on travaille avec le département qui, du coup, lui, anime le plan départemental. Et puis, on intervient également quand le logement donc est surpeuplé, puisque là encore, ça a une incidence sur le versement des aides au logement. Donc, l'idée, c'est d'accompagner aussi ces familles sur une solution de logement qui va leur permettre des ouvertures de droits et des solutions de logement pérennes. Et donc, pour finir, dans le cadre du logement, on accompagne l'ensemble des accédants à la propriété. Avec des prêts à 0% qui vont permettre d'améliorer le logement, de faire des travaux. Alors des travaux qui sont pas des travaux d'embellissement, mais qui sont vraiment des travaux nécessaires à l'amélioration des conditions de vie de la famille. Donc, par exemple, transformer un garage en chambre parce que il va y avoir l'arrivée d'un nouvel enfant, ou sur le remplacement d'une chaudière parce que effectivement la précédente est défectueuse, ou la création d'une salle de bain. Enfin voilà, des choses quand même qui sont des travaux utiles et qui vont vraiment améliorer les conditions. On va pas forcément intervenir parce que du coup il y a le souhait de mettre une cuisine aménagée par exemple. Voilà, c'est vraiment des travaux qui sont bien particuliers. Le dernier volet donc de notre offre en travail social, c'est l'insertion. Et là, on va retrouver une offre donc qu'on appelle parents seuls, qui est une offre en fait qui est destinée aux parents qui alors soit sont séparés, soit qui ont toujours vécu seuls, qui ont des enfants bien évidemment et qui sont en démarche d'insertion. Alors normalement, ça s'adresse aux parents de moins de 34 ans, mais après on étudie chaque situation et on est en capacité d'élargir un petit peu cette offre à des parents donc qui vont être plus âgés. Et donc l'idée c'est vraiment de les accompagner dans leurs projets, leur questionnement par rapport peut-être à l'emploi et surtout ce qui touche les freins en fait à l'emploi. Donc tout ce qui va être autour des modes de garde, des déplacements, tout ce qui peut empêcher vraiment une insertion durable. Et puis on va au-delà aussi de l'aspect professionnel parce que ça peut vraiment être de l'insertion au sens très large. Donc après, juste pour finir sur l'ensemble de ces trois thématiques, bien évidemment, il y a cette porte d'entrée qui est une situation bien identifiée parce que la locataire vient de nous la signaler. Mais après, on travaille toute problématique. Une fois qu'on a rencontré la famille, on s'adapte à la demande, aux besoins des familles et on fixe avec eux les objectifs à travailler. Voilà, donc on intervient dans des domaines très, très vastes. Voilà. Alors, pour conclure du côté de la caisse d'allocation familiale, je vous encourage à aller au travers du Café Faire visiter ce que les CAF proposent, puisque là, ce qu'on nous a présenté, c'est ce qu'on appelle une offre de service national. Il peut y avoir des petites déclinaisons à l'échelle locale. Alors pourquoi? Parce que bien évidemment, chaque territoire est singulier et parfois les CAF vont s'impliquer dans l'accompagnement un peu plus singulier ou personnalisé de tel ou tel public. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le Café Faire, vous y découvrirez un grand nombre de choses dans les pages locales, notamment ce que font les CAF en matière d'offres de services au travers du soutien de nos partenaires qui proposent des services aux familles sur les territoires. Voilà, merci de votre attention. Alors j'ai une question pour vous, messieurs, dames de la CAF. Oui. Une question de Muriel. Est-ce que l'aide au logement peut être allouée à une femme seule, sans enfant, sans époux propriétaire, TINS, qui rembourse et qui n'a pas reçu d'aide pendant le Covid? Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'aide pendant le Covid, il n'y a pas de souci puisque les aides ne sont pas prises en compte dans le calcul de la base de ressources. Mais à partir du moment où elle règle un loyer ou un remboursement d'emprunt, alors
pour les remboursements d'emprunt, il y a des conditions spécifiques de date de signature, etc. Donc ça, il faut faire attention. Il y a aussi une question de zone géographique, mais pour une personne qui est locataire, qui paye un loyer, qui est seule dans son logement, s'il n'y a pas de lien de parenté avec le propriétaire et en fonction des revenus sur les 12 derniers mois, on peut très bien étudier un droit à l'aide de logement. Il n'y a pas là, avec ou sans aide, qui a été allouée par rapport au Covid, pour nous, ça ne pose pas de problème puisque ça n'est pas pris en compte. Enfin, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Dites-nous, Muriel, dans le chat, si la réponse... Oui, merci. Voilà. Bon, ok. Une nouvelle question de Nadine. Existe-t-il des aides pour les plus de 50 ans? Alors, des aides en termes de prestations ou aides financières? En termes d'aide financière, on n'a pas de limite d'âge. En fait, le critère, c'est vraiment les enfants à charge pour tout ce qui est aide financière. Donc, c'est vraiment pour les familles et avec enfants à charge. Ça, c'est le critère incontournable. Et en matière de RSA et de prime d'activité ou d'aide au logement, à part le RSA par rapport à parce qu'il faut avoir au moins 25 ans. Donc, si la personne a plus de 50 ans, il n'y a pas de problème pour le droit potentiel RSA et prime d'activité. Et pour l'allocation logement, après, ça va être un critère de ressources des derniers mois, pour l'allocation logement des 12 derniers mois, pour le RSA, la prime d'activité des 3 derniers mois. Là, il n'y a absolument pas de question d'âge. D'accord. Bien. Ouais, pour la personne qui a 50 ans, bien entendu. Pour la personne qui a 50 ans. Voilà, il n'y a pas de critère. Le critère de l'âge n'entre pas en ligne de compte par rapport à ça. Bien. Merci Bernard. On passe à l'assurance maladie. Je crois qu'il y a encore une question pour Bernard, non? Bon, on y répondra peut-être. D'accord. Okay. Je regarde vite fait. Mais... Oui, moi je ne suis pas en mesure d'y répondre là. D'accord. Bon, on essaiera de faire le tour. À la fin, une fois que l'assurance maladie aura. Alors, qui veut prendre la main alors? Est-ce que c'est Magali? Allez, c'est Magali. Oui. Très bien. Donc, rebonjour à tous. Donc, Magali Blacto, je suis la responsable action sanitaire et sociale de la Caisse primaire de Bordeaux. Et Bordeaux a son importance puisque pour l'action sanitaire et sociale, en CEPAM, nous avons tous, selon notre département, en fait, des règles bien distinctes et il n'y a pas une unité nationale. Donc, c'est important de bien comprendre que, notamment pour les aides non spécifiques que nous allons voir dans un second temps, ce sont des critères locaux. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on va parler donc des aides spécifiques. Donc sur la slide que vous allez voir, on indique en fait des principes qui sont à peu près les mêmes pour toutes les actions sanitaires et sociales. Hein. C'est-à-dire que l'aide est appréciée au cas par cas, qu'il y a une étude attentionnée en fait. Hein. L'attribution n'est pas systématique. L'action sanitaire et sociale, c'est un budget limité. Du fait que ce soit un budget limité, on ne peut pas faire du systématisme, donc c'est une aide ponctuelle. Et on prend en compte, comme un peu vous avez vu avec nos collègues, hein, la situation aussi bien familiale, le besoin et les ressources. Et selon les aides que l'on prend en charge, on a plus ou moins différents critères, mais ça, je vous laisserai découvrir quand vous recevrez en fait le replay, où vous aurez un peu plus de temps pour regarder les critères. Donc, dans la prochaine slide, nous allons commencer à voir donc les aides spécifiques. Donc sur ces aides-là, c'est des aides qui ne sont pas gérées spécifiquement à Bordeaux, mais qui sont gérées par une autre caisse. Mais pour vous, ça doit être transparent. Nous sommes votre interlocuteur. Donc il y a l'aide au répit. En fait, ça va aider ou accompagner le travailleur indépendant qui doit réduire son activité ou dont l'activité normale est altérée par la situation d'un proche qui est en perte d'autonomie. Donc là, vous le voyez hein, sur la slide, la perte d'autonomie, c'est assez large. Hein, c'est la maladie, le handicap ou l'accident, le vieillissement. Vous voyez aussi qu'il y a des critères administratifs, mais ce qui est le plus intéressant, c'est à quoi sert cette aide. Eh bien, ça peut être une aide à la téléassistance, au portage du repas, au soutien psychologique. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs items. L'autre aide spécifique que nous allons voir maintenant sur l'autre slide, c'est donc l'aide aux indépendants invalides. Donc là, vous l'aurez compris, hein, on est à la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc le premier critère, c'est tout ce qui est santé. Et donc là, c'est pour aider le travailleur indépendant invalide
à résoudre des difficultés exceptionnelles et ponctuelles. Donc, on est bien sur cette notion de ponctuel et qui pourrait menacer la poursuite de son activité ou transformer en fait sa situation en précarité. Donc là aussi, vous le voyez, des critères administratifs. Le chef d'entreprise doit être invalide au titre de l'activité. Bon, tout ça, vous le lirez tranquillement, j'allais dire, à tête reposée. Le plus important, c'est que vous sachiez qu'il y a des aides pour les travailleurs indépendants invalides. La troisième slide concernant les aides spécifiques, donc c'est l'aide au maintien dans l'activité professionnelle, donc MAPI. Donc ça c'est peut-être un peu plus connu. Donc ça vise à maintenir dans l'activité professionnelle et d'enrayer la spirale de précarisation qui pourrait enchaîner sur une désinsertion professionnelle notamment. Donc, il peut y avoir une aide à la construction du projet professionnel. Souvent, là, il y a nos collègues de la CARSAT qui peuvent intervenir, les assistantes sociales, et un maintien dans une activité professionnelle avec un changement de statut en invalidité. Donc, je l'avoue humblement, sur ces trois aides spécifiques, ce n'est pas mon domaine d'activité, donc je reste assez large sur les données. L'essentiel, c'est que vous sachiez que ça existe pour alerter, en fait, ne serait-ce qu'un assistant social pour vous aider dans vos démarches. Donc là, on va passer dans mon domaine d'activité, donc je vais être un petit peu plus prolixe et un peu moins dans la lecture. Donc, comme je l'ai dit, en caisse primaire d'assurance maladie, chaque CEPAM a ses propres règles pour l'action sanitaire et sociale pour les aides non spécifiques. Je le redis, mais c'est important, c'est une aide ponctuelle et soumise aux critères de ressources. Et comme l'avait expliqué Lucie tout à l'heure, évidemment ou pas, il y a un passage en commission. Ce n'est pas le technicien qui va décider. Le technicien analyse votre situation et présente ensuite votre dossier en commission. Pour information, là, je vous ai mis en fait les ressources dans ce petit tableau, puisqu'en fait, on calcule les ressources du foyer. Donc, comme on le disait tout à l'heure, pour la CAF, c'est monsieur, madame, ou madame, monsieur, peu importe, mais c'est le foyer dans son intégralité. Même s'il y a un enfant apprenti dans le foyer, on prendra les ressources de l'enfant apprenti. Donc, c'est important de le savoir. Sur l'autre slide, là, je vais vous présenter en fait les prestations pures de l'action sanitaire et sociale. Alors, pas d'inquiétude. Non, je ne vais pas vous présenter les 50 prestations parce que là, autrement, je vais perdre mon public. Ça, c'est une certitude. Mais je vais essayer de focaliser sur 4 et surtout, n'hésitez pas à poser les questions sur le principe qu'on vous a indiqué. Donc moi, ce que je voulais, les prestations sur lesquelles je voulais vous pointer un petit peu, c'est le rééquilibre budgétaire. Donc c'est quoi? Le travailleur indépendant, aujourd'hui, pour la caisse primaire d'assurance maladie, il a les mêmes droits que le travailleur salarié. Les mêmes droits en légal, et comme l'a dit Lucie, nous sommes de l'extra-légal. Et dans l'extra-légal, le travailleur indépendant comme le travailleur salarié, c'est la même chose. L'étude est un petit peu différente du dossier, évidemment par rapport aux ressources, mais autrement, ce sont les mêmes droits en extra-légal. Donc, vous avez le droit à un rééquilibre budget. C'est quoi? Je suis en arrêt maladie pendant plusieurs mois. Je n'ai pas d'assurance ou de prévoyance, ça dépend quel mot on met derrière, mais ça fait qu'en fait, ce que je touche en IJ est nettement moindre que ce que je touchais en travaillant. Là, ça crée un déséquilibre budget. Et IJ, du coup, indemnité indemnité journalière. Donc, quand je suis malade, je peux percevoir des indemnités journalières, mais elles ne sont pas équivalentes à mon salaire ou aux ressources que j'avais. Et du coup, par exemple, si vous êtes arrêté plusieurs mois, vous allez peut-être avoir des difficultés à payer votre loyer. Donc, vous allez sauter 1 mois de paiement de loyer ou peut-être 2. Là, vous pouvez nous faire une demande d'aide. Nous, la commission peut étudier votre demande et vous aider à rééquilibrer votre budget en essayant de vous payer un peu de votre dette de loyer ou de votre dette d'énergie. Attention, nous sommes sur des sommes modestes, donc c'est vraiment pour donner un petit coup de pouce. On y va de l'ordre de 500, 600 € par dossier. Vous ne pouvez pas faire une demande tous les mois, donc c'est vraiment une aide ponctuelle. Donc le rééquilibre budget, le principe, comme je l'ai dit, vous êtes en arrêt maladie, vous avez des indemnités journalières qui ne correspondent pas à votre salaire, pas assez de ressources, déséquilibre, vous nous faites une demande. L'autre grand zoom, c'est sur les soins.
Et évidemment, on est la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, tout ce qui existe à l'assurance maladie en légal existe en extra-légal. Ça veut dire quoi? Eh bien, je vais chez le dentiste, et puis je ressors de chez le dentiste, et il m'a dit que mon implant allait me coûter, avec tous les soins qu'il y a, peut-être 2 500 €, et c'est pas remboursé. Et ma mutuelle, elle non plus, elle rembourse pas. Comment je fais, moi, pour me soigner? Eh bien, on est là. On est là, l'action sanitaire et sociale. Alors, sur tout ce qui est soins dentaires, optiques, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le 100% santé. Donc, ça veut dire que sur les soins, entre guillemets, de base, vous avez une prise en charge totale si vous avez aussi une mutuelle. Mais il y a des soins qui ne rentrent pas dans ce 100% santé. Du coup, vous pouvez faire une demande d'aide financière à l'action sanitaire et sociale. Donc, selon votre demande, on étudiera et on présentera le dossier en commission qui décidera d'une somme qui sera allouée. Idem pour les appareils auditifs. Je ne sais pas si vous connaissez le Synvix ou le Sténil, c'est les injections intra-articulaires. Quand on dit qu'il faut mettre de l'huile pour que le coude ou le genou marche mieux parce qu'on n'arrive plus à se relever, qu'on est un petit peu coincé, c'est pas remboursé. Faites-nous une demande d'action sanitaire et sociale. Évidemment, là, je ne peux pas aborder tout, parce que c'est tous les soins, en fait, tout peut exister. Voilà. Donc, dans action sanitaire et sociale, donc on agit pour les soins, mais on agit aussi sur le côté social, on a vu sur le rééquilibre budget, et on agit du côté social aussi sur les aides ménagères. C'est-à-dire que vous avez donc un groupe épargne santé et que chez vous, vous ne pouvez plus faire votre ménage, tout simplement, la vaisselle, enfin le quotidien. Si vous êtes une personne isolée, et ça c'est le critère essentiel aujourd'hui, si vous êtes une personne isolée, nous pourrons vous aider. Je ne m'étends pas trop, le principe il est relativement simple aussi, c'est le même dossier que pour les autres soins, donc n'hésitez pas. Les soins palliatifs, c'est un peu particulier. C'est malheureusement si il y a une fin de vie, que la personne ne veut pas finir sa vie à l'hôpital, mais souhaite avoir une fin de vie moins au plus proche, avec ses proches, pardon, dans son foyer. On sait que avoir un garde-malade, une garde-malade, ça coûte extrêmement cher. Et là, les familles peuvent nous faire une demande d'aide financière. En fait, il faut passer vraiment par le service hospitalier qui suit la personne, et nous, ça vient jusqu'à nous. C'est pas une demande directe, mais sachez qu'on intervient aussi. Et là, on peut intervenir jusqu'à 6 000 € pour aider sur les gardes malades. Tout à l'heure, j'ai vu une question sur les soins psychologiques. Elle n'était peut-être pas adressée spécialement à la SSCPAM, mais là, depuis aujourd'hui, puisqu'on est le 1er avril, les soins en psychologie vont être pris en légal. C'est-à-dire que via un site particulier, on vous donnera peut-être les éléments un peu plus tard. Vous regardez si le psychologue fait partie de cette liste, et si vous le contactez lui, vous avez un bilan psychologique qui est pris en charge et 7 séances. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Et si en dehors de ça, par exemple, au-delà des 7 séances, vous avez encore un besoin, au-delà de ces 7 séances, nous, à Action sanitaire et sociale, on pourrait intervenir. Donc c'est important que vous le sachiez. Après, juste à noter, la question était très ciblée tout à l'heure sur le chat. Si il y a un tiers responsable, c'est au tiers responsable de payer. Donc il faut faire intervenir les assurances aussi. Voilà. Bon, j'ai fait une petite digression un peu plus perso. Alors, je veux préciser aussi oui. pour la partie psychologique. Vous avez pour les entrepreneurs une association qui s'appelle APESA, qui est dédiée justement à la santé psychologique des entrepreneurs. Donc, je vous mets le lien. Nous, Second Souffle, on travaille beaucoup avec eux. Je vous mets le lien dans le chat. Et comme ça, vous pourrez les contacter si besoin. Après, pour ma part, j'avais une dernière slide, mais c'est juste, vous le verrez, c'est juste pour vous dire où trouver notre imprimé. Parce que c'est vrai que, en fait, l'action sanitaire et sociale, ça a plusieurs noms. Ça peut s'appeler prestations supplémentaires, prestations extra-légales, aide financière. Bon, du coup, des fois, on ne sait pas trop comment chercher sur Internet. Donc, Amélie, vous la connaissez, Amélie, elle vous parle très souvent depuis le Covid. Donc, Amélie, elle est très serviable. Mais il faut juste lui dire où aller. Donc, dans le moteur de recherche, vous tapez simplement aide financière, comme là, je l'ai indiqué sur la slide. Et après, vous verrez, donc c'est là où c'est un petit peu enquiquinant, parce qu'il y a 2 choses qui apparaissent. Il faut aller là où c'est marqué droit et démarche. Je l'ai entouré en rouge là sur la slide, donc vous l'aurez après en replay. Et ensuite, juste en dessous, vous avez donc nos imprimés à télécharger pour nous faire les demandes. Et je
excusez-moi, je répète, hein, mais c'est vraiment CPAM de la Gironde. Si vous n'êtes pas affilié sur la Gironde, on ne pourra pas vous répondre. Est-ce que nous avons des questions pour l'ASS? On va continuer. Ouais, avec Paul Innocent. D'accord. Oui, alors c'est bon. Alors, rebonjour à tous. Je me présente, donc je suis Paul Innocent Mawala Makata. Je suis responsable d'un service qu'on appelle accompagnement social et partenariat à la CPM de la Gironde, à Bordeaux donc. Alors, en complément de la présentation effectuée par Magali Blacto, je vais en fait vous présenter les différents dispositifs, les offres de services de l'assurance maladie, auxquels, bien entendu, auxquels vous pouvez prétendre en tant que travailleur indépendant. Alors, donc effectivement, bon, je vais, vu le temps aussi, je vais essayer d'être synthétique, et puis si vous avez des questions, voilà, j'essaierai de vous répondre, et sinon vous aurez toujours l'occasion, bien entendu, de regarder dans le replay. Alors, je vais tout d'abord vous parler du dispositif, la complémentaire santé solidaire. Donc, la complémentaire santé solidaire, effectivement, remplace, vous le savez, la CMU-C et l'aide à la complémentaire santé. Donc, depuis le 1er novembre 2019, puisque ces deux en fait prestations ont fusionné pour effectivement devenir la complémentaire santé solidaire, pour lesquelles les personnes qui prétendent effectivement à cette prestation ont en fait le même niveau de garantie pour se soigner, ce qui n'était pas le cas pour l'aide à la complémentaire santé, où il y avait effectivement 3 niveaux de garantie, A, B et C, avec des cotisations différentes et donc des couvertures différentes. Donc, pourquoi effectivement la complémentaire santé solidaire? Donc, l'idée, nous, en tant que CPAM, on est là, bien sûr, pour garantir à tous nos assurés, bien sûr, l'accès aux droits et aux soins. Donc, l'idée, c'est renforcer, bien sûr, l'accompagnement des publics fragilisés dans l'accès aux droits et aux soins et lutter contre le non-recours aux soins. Donc, je vais en parler sur le non-recours juste après. Donc, l'idée, bien entendu, c'est de réduire le taux de non-recours à une complémentaire santé et effectivement de proposer un dispositif d'accès aux soins, donc pour tous, donc plus protecteur, plus simple et plus large. Donc, l'idée aussi, c'est de diminuer le coût de la couverture complémentaire pour une large part de bénéficiaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau réglementaire, les conditions d'obtention par les travailleurs salariés de la complémentaire santé sont identiques, quel que soit le type d'activité professionnelle. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Merci. Alors, voilà, donc comme aussi pour l'action sanitaire et sociale, vous pouvez le voir, effectivement, il y a des critères, notamment des critères de ressources, et là aussi, il y a des critères de ressources par rapport au foyer, les ressources du foyer. Donc, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, donc vous pouvez le voir en bas de la slide en fonction effectivement en fonction des ressources du foyer. On peut bénéficier soit ce qu'on appelle d'un dispositif de complémentaire santé solidaire gratuit qu'on appelle la non participative. Donc, vous voyez un petit peu, ce sont des plafonds qui sont indiqués. Donc, vous voyez, ça va de 753 € pour une personne jusqu'à 1582 € pour 4 personnes dans le foyer. Et donc, pour les personnes qui sont au-delà de ce seuil, évidemment, ces personnes peuvent bénéficier effectivement de la complémentaire santé solidaire participative. Donc, voilà, pour les personnes qui sont juste au-dessus, mais bien sûr avec un plafond de ressources qui va de 1017 à 2135 pour 4 personnes dans le foyer. Et évidemment, au-delà de ce plafond-là, les personnes ne sont pas éligibles à la complémentaire santé solidaire, mais dans certains cas particuliers, Magali pourra en parler mieux que moi, jusqu'à 10% au-dessus du seuil de complémentaire santé
solidaire participative, et il y a la possibilité, nous on le fait en interne, de faire des requêtes pour effectivement proposer une aide à ces personnes qui sont juste au-dessus de ce plafond de la complémentaire santé solidaire participative, de pouvoir bénéficier d'une complémentaire santé, enfin d'une complémentaire de façon générale. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. Alors, Magali, on a aussi un petit peu parlé, vous connaissez tous, hein, bien sûr, le compte Amélie, hein, donc important, puisque ça vous permet, bien entendu, de chez vous, de réaliser effectivement un certain nombre de démarches, que ce soit, ça va du suivi des remboursements, au téléchargement d'une attestation de droit, etc., sortir un relevé fiscal, etc. Hein, donc je vais pas tous les lister, donc vous l'avez sur le support, vous pourrez bien entendu le regarder à l'occasion. On peut passer. Merci. Et là aussi, effectivement, au-delà de la complémentaire santé solidaire, vous voyez, nous disposons au niveau des caisses primaires, d'ailleurs de façon générale en France et plus particulièrement en Gironde, effectivement, je dirais dans un panel d'offres de services pour accéder aux soins, au droit aux soins et aussi à la prévention. Hein. Donc ça va, hein, comme vous pouvez le voir, des centres de soins dentaires, la prévention bucco-dentaire avec MT-Dent que vous connaissez. Voilà, on intervient aussi sur les dépistages, notamment les dépistages de cancer, cancer du sein, cancer colorectal, etc. Hein. Et on a aussi en Gironde, alors c'est pas forcément le cas hein, dans tous les départements, donc il faudra vous renseigner, voilà, un centre d'examen de santé hein, où effectivement, voilà, vous pouvez réaliser des bilans de santé gratuitement, bien entendu. Hein. Et on fait aussi au niveau de notre service de prévention, mais vous trouvez aussi dans d'autres départements le même dispositif, un service prévention avec des éducatrices ou des éducateurs en santé qui peuvent intervenir sur différents domaines. Ça va de l'alimentation, lutte contre les addictions, etc., notamment. Hein. Et aussi le dispositif, hein, je termine sur le dispositif mission accompagnement santé hein, que je vais développer un petit peu plus juste après. Et on terminera la présentation. Donc effectivement, la mission accompagnement santé, là pour le coup effectivement en Gironde, j'en suis modestement le responsable, hein, donc c'est au sein de mon service. Donc c'est effectivement un dispositif qui existe pour le coup, bien entendu aussi dans toutes les CEPAM de France, qui existe maintenant depuis environ 5-6 ans. Et en fait qui permet en fait d'accompagner des assurés de façon générale, bien entendu vous êtes concernés aussi, des assurés en situation de renoncement aux soins, c'est-à-dire des soins que mettons vous devez réaliser mais que vous ne pouvez pas réaliser pour différentes raisons. Donc les causes peuvent être multiples, que ce soit des causes financières, notamment pour des soins, notamment sur le dentaire ou l'optique, où on sait que dans la plupart des cas, il peut y avoir un reste à charge plus ou moins important. Ça peut être aussi voilà différents types de soins, avoir un médecin traitant, des difficultés à consulter un spécialiste, etc. On intervient aussi dans l'accompagnement, bien entendu, de l'accès aux droits, donc aider à l'obtention d'une complémentaire santé, d'une carte vitale, avoir un médecin traitant, etc. Et comme je l'ai dit, notamment sur les causes, notamment pour le renoncement et les freins, pour les freins, on peut dans certains cas, Magali l'a dit tout à l'heure, activer dans le cadre de cet accompagnement réalisé en fait par une équipe de conseillers, ce qu'on appelle conseillers mission accompagnement santé, hein, des conseillers accès aux soins qui en fait font cet accompagnement à distance. Ça se fait uniquement par téléphone, hein, donc avec effectivement derrière un plan d'accompagnement qui est défini en fonction effectivement des besoins de l'assuré et derrière effectivement des étapes de suivi qui sont calées en fait avec l'assuré et qui est rappelé à intervalles réguliers pour en fait le conseiller de s'assurer effectivement que les démarches
pour lesquels l'assuré et le conseiller accès aux soins ont convenu a été mis en œuvre. Notamment, s'il y a des rendez-vous pour réaliser des soins, est-ce que l'assuré a pu aller au rendez-vous? Est-ce que les soins ont été réalisés? Est-ce qu'il y a des freins? L'idée, c'est vraiment de lever les freins et accompagner vraiment l'assuré pour que les soins soient réalisés. En tout cas, dans ce cas précis. Et pour d'autres difficultés qui ne relèvent pas de la mission accompagnement santé, bien entendu, les conseillers orientent en fait vers nos différents partenaires, notamment du social, sur le logement et autres pour lesquels effectivement nous ne sommes pas compétents. Voilà. Et bien entendu, on fait aussi de l'accompagnement, ce qu'on appelle à l'inclusion numérique. Donc, clairement, c'est aider à la création du compte Amélie, mais aussi à l'utilisation, puisque c'est pas le tout de créer un compte Amélie, il faut l'utiliser pour effectivement, tous les services que, bien sûr, ça peut rendre. Donc la détection des assurés est effectuée bien entendu dans les CPM par les services internes des caisses primaires, que ce soit les accueils physiques, les centres d'examen de santé, mais ça peut être réalisé aussi par les partenaires externes, notamment du social, qui peuvent en face d'un travailleur indépendants, dans le cadre de l'échange, identifier ces difficultés et nous les orienter pour un accompagnement pour lequel le premier contact se fait sous 15 jours. Je crois que c'est fini pour cette partie. Merci pour passer à la slide suivante. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'offre de services de la mission accompagnement santé est résumée, comme vous pouvez le voir là, je vais aller vite. Donc c'est une offre de services intégrée puisque c'est un accompagnement bien entendu global, donc qui va effectivement du bilan, ce qu'on appelle le bilan des droits, puisque c'est un prérequis pour aller vers les soins, et derrière avec effectivement un plan d'accompagnement, un accompagnement qui est mis en place avec en plus des actions de prévention sur les dépistages, la vaccination éventuellement, qui peuvent être mises en œuvre pour aider effectivement cet assuré-là et au besoin orienté vers des partenaires externes, comme je l'ai dit, accompagnement au numérique en cas de besoin, avec en sortie, comme vous pouvez le voir, permettre effectivement à l'assuré de disposer de ses droits, de mieux connaître le système de santé, parce que on a des assurés qui sont perdus dans le système de santé, qui n'est pas toujours simple, et donc l'objectif aussi est d'accompagner effectivement ces assurés-là et trouver des solutions à leurs difficultés et renforcer l'idée derrière, c'est renforcer l'autonomie de la personne pour que derrière, si les mêmes problématiques surviennent plus tard, que cet assuré puisse se prendre en charge en toute autonomie. Et effectivement, là c'est à titre d'exemple, vous le regarderez calmement, ça c'est effectivement ce qu'on appelle le formulaire de saisine, qui peut être utilisé pour nous transmettre les différentes situations à accompagner. Et donc je précise, ce dispositif existe dans toutes les caisses de France. Donc effectivement, si vous êtes en contact avec un acteur du social, essayez aussi, n'hésitez pas à échanger avec les plateformes téléphoniques ou les accueils physiques de ces caisses primaires qui connaissent bien le dispositif pour vous orienter et vous aider, vous accompagner en cas de difficulté pour accéder à vos droits ou à vos soins à vos soins. Merci. Bien, merci à vous tous. On va passer aux questions qui nous restent. Merci Bernard d'avoir répondu dans le chat à Sophie. Sophie, vous nous direz si la réponse de Bernard... voilà, Sophie est en train de l'écrire. Elle va vous répondre, Bernard. Alors, allez, je recommence par la fin. Si un président de SASU n'est ni un artiste-auteur n'est considéré comme un travailleur indépendant, peut-on rappeler ce qu'est un travailleur indépendant pour l'URSSAF ? Alors, un travailleur indépendant pour l'URSSAF, c'est un artisan, un commerçant déjà, ou une profession libérale. Pour les sociétés, ce sera un gérant majoritaire d'une SARL ou un associé gérant unique d'une EURL. Il y a aussi des cas particuliers pour les associés de SCI ou de SNC, mais voilà, les principaux, c'est la SARL et l'EURL. Les présidents de SAS et de SASU ne sont pas considérés comme des travailleurs indépendants.
Voilà. Et ensuite, il y a les professions libérales aussi, mais l'artiste-auteur n'est pas considéré ni dans l'un ni dans l'autre. Une question de Catherine qui a posé sa question bien avant le début du webinaire que je vous partage. Bonjour, un travailleur indépendant non salarié, EIRL, a-t-il droit aux indemnités journalières en cas d'arrêt maladie? Si oui, sur quelle base? Donc en fait, oui, en fait, tous les actifs ont droit à des indemnités journalières et en fait, le service des indemnités journalières va se mettre en contact via un logiciel vers l'URSSAF qui va en fait prendre en considération le revenu moyen sur les 3 dernières années de l'activité de l'indépendant et ils vont se servir des montants cotisés en fait. Donc oui. Bien. Une question de Christophe. C'est une question de Christophe. Un président de SASU qui ne se verse aucun salaire mensuel, mais uniquement des dividendes en fin d'exercice comptable, peut-il avoir le RSA, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un? Oui, non, mais alors ça c'est la question piège parce que ça dépend du mode de rémunération et après ça dépend du dividende qu'il va sauf erreur qu'il va percevoir. C'est sûr que si à la fin il a une tout petit dividende, il peut avoir effectivement un droit RSA, mais après là, par contre, on demande le bilan et on vérifie la globalité du bilan, les charges, etc. Parce que beaucoup de présidents se versent effectivement un dividende, mais parfois on s'aperçoit en regardant bien le bilan qu'il y a des primes, il y a des aides régulières, etc. Donc je vais faire un joker, oui et non. Une autre question de Christophe. C'est le même Christophe. La mère de mon épouse étrangère peut-elle bénéficier de la PUMA dès son arrivée en France en tant que membre de la famille, comme l'indique l'article D160-2 du CSS? Alors, je ne sais pas si Paul Innocent peut répondre, mais là, c'est très spécifique à l'ouverture des droits. Et désolé, mais nous ne sommes pas des spécialistes, là, en l'occurrence. Peut-être c'est vrai qu'on n'est pas effectivement, on n'est pas des spécialistes, mais le critère de la PUMA, c'est avoir une résidence régulière en France d'au moins 3 mois. Ok, et une question de Magali. Est-il possible de faire un récap des leviers de soutien pour l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille? Céline, on ne vous entend pas. En URSSAF, non, je pourrais pas. J'ai rien à répondre. Nous, en CAF, oui. Alors, récap, effectivement, il y a quand même les prestations qui sont versées dans le cadre de l'arrivée d'un enfant. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va trouver, alors tout ça est sous critères de ressources, bien évidemment, mais donc du coup dans le cadre de la prépare, donc il va y avoir une allocation, ce qu'on appelle une allocation de base, qui va être versée le mois suivant l'arrivée de l'enfant et jusqu'au mois précédant ses 3 ans. Voilà, il y a trois, ça y est, il y a 3 montants différents, enfin il y a 3 critères de ressources, voilà, donc du coup les montants sont différents. Donc là je peux pas répondre, il va falloir le faire calculer, mais de toute façon ce qu'on peut dire c'est que sur le site de la CAF, il y a effectivement tous les barèmes qui sont accessibles au grand public, donc on peut y aller, on peut également faire des simulations. Voilà, dans le cadre de cette prépare également, on va retrouver une aide pour les modes de garde. Voilà, donc chez une assistante maternelle du coup qui soit agréée par le département. Voilà, et qu'est-ce qu'on va trouver encore en récap? Enfin, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, dès lors qu'il y a l'arrivée d'un enfant, il va y avoir nouvelle situation familiale, donc nouveaux critères de calcul de l'ensemble des droits. Voilà, ça peut déclencher aussi des droits de l'aide au logement, ça peut déclencher des droits
la prime d'activité, enfin à tout un tas de prestations. Mais encore une fois, il y a des critères de ressources, il y a des critères de nombre de personnes au foyer. Voilà, donc j'espère avoir répondu. Merci Céline. Une question de Philippe qui a posé sa question avant le début du webinaire. Donc on en a parlé au tout début, hein, donc il n'y a pas la CARSAT, non la CARSAT n'était pas présente aujourd'hui. Leur champ de compétences sur le portail HELP sera-t-il précisé quand même? Sinon, très belle initiative que j'avais demandé à mon référent URSSAF local de Normandie, donc ça tombe bien. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, pas de représentant de la CARSAT aujourd'hui et le portail HELP ne leur est pas dédié directement. Donc, le portail, les démarches simplifiées. Ce que je disais tout à l'heure, c'est donc que les collaborateurs de la CEPAM qui vont faire intervenir au besoin des travailleurs sociaux de la CARSAT. Comme vous l'avez vu, les questions de HELP ne sont pas du tout relatives aux pensions, à la pension de retraite ou de veuvage. Et une dernière question qui a été posée également en amont de ce webinaire, une question de Véronique, qui apparemment n'est pas là aujourd'hui, mais elle a bien envie d'entendre la réponse dans le replay. En tant que travailleur handicapé, existe-t-il une protection sociale adaptée? Je n'arrive pas à joindre les deux bouts et entreprendre me paraît inaccessible en matière de protection sociale. Alors, qui peut répondre à ça? Alors là, en l'occurrence, c'est vrai que la meilleure solution quand on est un petit peu perdu sur à quoi on a droit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment de contacter le service de Pôle Innocent, c'est-à-dire la mission accompagnement santé, parce que en situation de handicap, on a un autre partenariat, hein, c'est le partenariat de la MDPH, qui de son côté a à la fois les prestations légales, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais qui ont aussi de leur côté un service prestation extra-légal. Donc, il n'y a pas une couverture sociale, j'allais dire spécifique, si ce n'est que, évidemment, le handicap, en quelque sorte, est topé sur le dossier et va permettre parfois des remboursements différents. Mais vraiment, là, je conseille vraiment de prendre contact avec la mission accompagnement santé qui pourra présenter le panel des possibilités et des partenaires à cette personne. Merci Magali. Je n'ai plus de questions pour l'instant, mais je vais vous partager, je pense que vous l'avez peut-être tous lu, Muriel qui nous dit « Merci aux intervenants, c'est une présentation qui, au global, fait rejaillir un professionnalisme certain au sein de ce PM. Merci infiniment. » Voilà, il y a même des émoticônes. Voilà. Mais je vous avais prévenu au début de ce webinaire, hein, cher public, je vous avais dit que j'avais pris les meilleurs, les plus compétents, les plus souriants, voilà, vous voyez, la preuve. Et ce n'est pas parce que c'est l'Aquitaine, hein, mais c'est comme ça. Donc merci à vous tous. J'en profite, on ne sait jamais s'il y a peut-être une dernière question, pour vous parler des prochains webinaires. Donc la semaine prochaine, on va parler sophrologie. Et oui, la sophrologie, est-ce un outil précieux? Mais c'est un outil précieux pour les entrepreneurs. On verra ça avec Emmanuel Sommer, qui est hypnothérapeute et sophrologue certifié. Donc c'est la semaine prochaine à 14h. Aujourd'hui, il ne fait pas un temps de printemps. J'espère que la semaine prochaine, il fera un temps d'été, parce que ce sera donc avec Emmanuel Sommer. Sommer, été, oui. Oui, auteur. Elle est tirée par les cheveux. Oui, je sais, mais j'aime bien. Voilà. Et la semaine suivante, donc dans 15 jours, on retrouve notre ami Fabien, notre ami de chez Google, qui va nous parler du deuxième volet. On a fait un premier volet le mois dernier sur le référencement naturel. Là, on va encore aller encore plus dans les détails sur ce sujet. Donc, c'est vendredi dans 15 jours, le 15 avril, de 14h à 15h30. Hein, ça dure très longtemps en général. Le mois dernier, on a fait pratiquement 2 heures. Voilà. Et donc, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez donc redirigé vers la page du site internet Second Souffle. Vous verrez ces 2 images pour vous inscrire au prochain webinaire. Il n'y a plus qu'à. Et puis, comme d'habitude également, d'ici ce soir, je vous envoie un petit mail pour pouvoir accéder au replay et pour pouvoir télécharger les slides. Voilà. Écoutez, mesdames, messieurs, c'était un plaisir.
Je pense que notre public l'a compris aussi. Et j'avais un dernier petit message. Merci à tous. Le chat ne fonctionne pas bon week-end. Bon. Bon. Le chat fonctionne très bien, hein, Catherine, je peux vous dire. Oui, ça marche. On confirme. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci, Je vous souhaite un Merci. Bon Merci revoir à et à bientôt. Merci à Au tous. revoir. Merci. Merci. Au revoir.